Imaginez une petite île sans ressources, entourée de voisins parfois hostiles. C'était la situation de Lee Kuan Yew en 1965 quand Singapour s'est séparé de la Malaisie. À l'époque, la presse mondiale n'était guère optimiste, comparant même le retrait britannique de ses colonies à la chute de l'Empire romain. La transformation économique de Singapour est l'une des plus remarquables de l'histoire moderne. Tout a commencé dans les années 60 quand Lee Kuan Yew a compris que la survie de son pays dépendait de sa capacité à devenir indispensable dans l'économie mondiale. Sa vision ? Transformer un simple port colonial en un centre financier et commercial de premier plan. La première étape cruciale fut la création d'un environnement monétaire stable. Contrairement à de nombreux pays en développement qui cédaient à la tentation d'imprimer de la monnaie pour financer leur croissance, Singapour a opté pour une politique monétaire stricte. Chaque dollar singapourien était garanti par des réserves en devises étrangères, créant ainsi une confiance immédiate des marchés internationaux. Le développement du secteur financier s'est construit autour d'une idée brillante, exploiter le décalage horaire entre les places financières occidentales. Quand le Dr Winsemias, conseiller économique de Singapour, a contacté la Bank of America, il a identifié une opportunité unique. Entre la fermeture des marchés américains et l'ouverture des bourses européennes, il existait un vide que Singapour pouvait combler. Cette stratégie a transformé le pays en un maillon essentiel de la finance mondiale 24/7. Mais Lee Kuan Yew savait qu'une monnaie stable et une position géographique avantageuse ne suffiraient pas. Il a mis en place une politique industrielle ambitieuse, attirant les multinationales avec des incitations fiscales attractives, une main-d'œuvre qualifiée et une infrastructure moderne. Les investissements étrangers ont afflué, notamment dans les secteurs de la pétrochimie, de l'électronique et plus tard, des technologies de pointe. La création du port de Singapour a été un autre pilier majeur de cette transformation. Grâce à une gestion ultramoderne et une efficacité légendaire, il est devenu l'un des plus importants au monde. Sa position stratégique sur la route maritime entre l'Europe et l'Asie en a fait un hub incontournable du commerce international. Le système bancaire singapourien a été minutieusement construit pour inspirer confiance. Des régulations strictes mais pragmatiques ont été mises en place, équilibrant la nécessité d'attirer les capitaux avec celle de maintenir la stabilité financière. L'affaire Jim Slater dans les années 70 a été un test crucial. Quand ce financier britannique a été accusé de manipuler les actions d'une société cotée, Singapour aurait pu fermer les yeux pour protéger sa réputation naissante. Au lieu de cela, Lee Kuan Yew a choisi la transparence, poursuivant Slater en justice. Cette décision a renforcé la crédibilité de Singapour comme place financière intègre. Le gouvernement a également joué un rôle direct dans l'économie à travers ses sociétés d'investissement, Temasek Holdings et JC. Ces fonds souverains ont investi stratégiquement dans des secteurs clés, tant localement qu'à l'international, générant des rendements importants pour financer le développement du pays. L'innovation dans la politique fiscale a été remarquable. Singapour a maintenu des taux d'imposition compétitifs tout en générant suffisamment de revenus pour financer des infrastructures de classe mondiale. Le système fiscal a été conçu pour encourager l'entrepreneuriat et l'investissement avec des incitations ciblées pour les secteurs stratégiques. La formation de la main-d'œuvre a été une priorité absolue. Des investissements massifs dans l'éducation, notamment technique et professionnelle, ont créé un vivier de talents adaptés aux besoins de l'économie. Des partenariats avec des universités étrangères prestigieuses ont été établis, faisant de Singapour un hub éducatif régional. Cette stratégie d'attraction des talents internationaux nous rappelle d'ailleurs ce qui se passe actuellement au Canada. Et avant de continuer notre analyse de Singapour, je voulais faire une pause pour vous parler d'une opportunité exceptionnelle. Si vous, aussi, vous rêvez de donner un nouveau souffle à votre carrière à l'international, sachez que le Canada recherche activement des profils qualifiés. Pour vous accompagner dans cette aventure, nous avons créé un service d'accompagnement complet pour votre immigration au Canada. De la sélection du programme d'immigration le plus adapté à votre profil jusqu'à l'installation sur place, nous vous guidons pas à pas. Si cette opportunité vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Les places sont limitées, alors ne tardez pas. Vous y trouverez tous les détails sur notre accompagnement personnalisé et nos tarifs préférentiels. Mais revenons à nos outils d'investissement. Revenons maintenant à Singapour, où la politique d'immigration sélective mais ambitieuse a joué un rôle crucial. Les professionnels qualifiés se sont vus offrir des conditions attractives, un environnement de travail moderne, une fiscalité avantageuse et une qualité de vie exceptionnelle. Cette stratégie a créé un cercle vertueux, attirant entreprises et talents dans un environnement de plus en plus dynamique. La stratégie fiscale pour attirer les entreprises étrangères était remarquablement sophistiquée. Le pays a mis en place un système d'incitation à plusieurs niveaux.
Les entreprises s'installant dans des secteurs prioritaires bénéficiaient d'une exonération totale d'impôts sur les sociétés pendant 5 à 15 ans. Des déductions fiscales supplémentaires étaient accordées pour la recherche et développement, pouvant atteindre 200% des dépenses engagées. Les entreprises formant la main-d'œuvre locale recevaient des crédits d'impôts substantiels, créant ainsi une incitation directe au transfert de compétences. Mais Lee Kuan Yew avait une vision plus ambitieuse que de simples avantages fiscaux. Il a négocié des accords de transfert de technologie remarquablement astucieux. Quand Texas Instruments s'est installé à Singapour dans les années 60, le gouvernement a exigé la création d'un centre de formation local en contrepartie des avantages fiscaux. Ce modèle est devenu un template pour les négociations futures. Les multinationales devaient s'engager à former un quota minimum d'ingénieurs et de techniciens locaux, avec des objectifs précis de singapourisation des postes clés. Le Economic Development Board jouait un rôle central dans ces négociations. Il identifiait les technologies stratégiques et négociait des partenariats spécifiques. Par exemple, quand Rolei, le fabricant allemand d'appareils photo, s'est installé à Singapour, l'accord incluait non seulement la production, mais aussi le transfert complet du savoir-faire en optique de précision. Ces compétences ont ensuite irrigué l'ensemble du secteur manufacturier local. Le gouvernement a également créé des instituts de formation spécialisés en partenariat avec les grandes entreprises. Le German Singapore Institute, développé avec l'aide de l'industrie allemande, formait des techniciens aux technologies de pointe. Le Japan Singapore Institute of Software Technology, établi avec l'aide japonaise, a joué un rôle crucial dans le développement des compétences informatiques. Ces instituts permettaient un transfert de connaissances systématique et structuré. Cette approche du donnant-donnant était non négociable. Les entreprises qui ne respectaient pas leurs engagements en matière de transfert de technologie voyaient leurs avantages fiscaux réévalués. Cette fermeté, combinée à des incitations généreuses, a créé un écosystème où le transfert de savoir est devenu une partie intégrante de la culture d'entreprise à Singapour. Le développement immobilier a été rigoureusement planifié. Le Housing Development Board a fourni des logements abordables à la population, tout en maintenant des standards de qualité élevés. Cette politique a permis d'éviter les bidonvilles tout en créant une classe moyenne propriétaire, stabilisant la société. La lutte contre la corruption a été implacable. Lee Kuan Yew comprenait qu'un environnement des affaires sain nécessitait une administration intègre. Des salaires compétitifs pour les fonctionnaires, combinés à des sanctions sévères pour la corruption, ont créé une administration publique efficace et respectée. Sur la scène internationale, Lee Kuan Yew a fait preuve d'une remarquable habileté diplomatique. Les relations avec la Malaisie étaient particulièrement délicates après la séparation de 1965. Singapour dépendait de la Malaisie pour son approvisionnement en eau, et les tensions ont culminé en 1966 quand la Malaisie a menacé de représailles après que Singapour a rétabli des liens avec l'Indonésie. Sa politique étrangère était marquée par le pragmatisme. Il voyait les États-Unis comme un contrepoids essentiel aux puissances communistes, tout en évitant une dépendance excessive. Avec la Chine, il a su équilibrer les relations économiques et l'affirmation de l'indépendance de Singapour. Même avec l'Union soviétique, il a maintenu le dialogue, visitant Moscou dans les années 1970. Lee Kuan Yew était un fervent partisan du libre-échange et de la mondialisation, tout en défendant farouchement la souveraineté nationale. Cette apparente contradiction illustre sa complexité, champion des marchés libres, mais interventionniste quand nécessaire, mondialiste mais protecteur de l'identité singapourienne. Sa capacité d'adaptation et son engagement dans l'apprentissage continu ont fait de lui un leader exceptionnel, capable de transformer une île vulnérable en une puissance économique mondiale. L'héritage de Lee Kuan Yew démontre qu'avec une vision claire et une exécution déterminée, même les défis les plus intimidants peuvent être surmontés.